Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Janet Gyatso, je suis professeure d'études bouddhiques à l'université Harvard. Ce soir, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Khenpo Sodargye pour une conférence. C'est la deuxième visite de Khenpo à Harvard. La première fois, c'était en 2013. 4 ans se sont déjà écoulés en un clin d'œil. C'est un grand plaisir de retrouver Khenpo. En 1962, Khenpo est né dans la région du Kham. En 1985, alors qu'il avait 23 ans, il a pris les vœux monastiques et est devenu moine à l'Institut bouddhique des 5 sciences de Larung à Sertar. Depuis lors, Khenpo réside en permanence à l'Institut. Aujourd'hui, l'Institut bouddhique de Larung est d'une grande envergure, bien qu'il n'ait pas été fondé il y a très longtemps. L'Institut a été fondé par le roi du Dharma, Jigme Phuntsok. C'était un maître extraordinaire, mais malheureusement, il est entré dans le nirvana, laissant derrière lui cet institut d'une telle envergure. L'institut a été fondé dans les années 1970, je crois. Je ne me souviens pas très bien. Ah, c'était dans les années 1980. Certains ici le savent mieux que moi. L'institut n'est donc pas très ancien. Il a été fondé il n'y a pas si longtemps, mais peu après sa création, il s'est rapidement fait connaître partout. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que l'Institut compte un grand nombre de pratiquantes monastiques avec des moines et des moniales. Tous reçoivent un enseignement très rigoureux. L'Institut offre aussi aux laïcs la possibilité de participer à sa gestion. Il organise également diverses activités. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est qu'au-delà de l'enseignement traditionnel du Dharma, ils ont lancé un mouvement de protection des animaux et encouragé les Tibétains à ne plus porter de fourrure, entre autres initiatives de ce genre. Khenpo Sodargye maîtrise parfaitement la théorie bouddhique. Il a étudié et publié un grand nombre d'ouvrages bouddhiques couvrant la philosophie bouddhique, l'organisation monastique, la logique bouddhique ainsi que les tantras. Khenpo a aussi publié des ouvrages en anglais. De plus, Khenpo compte de très nombreux disciples chinois en Chine continentale comme à l'étranger. C'est donc un grand honneur d'accueillir Khenpo ce soir. Nous attendons avec impatience son enseignement. L'interprète de ce soir est un traducteur professionnel travaillant à la Lomon Education Foundation à New York. Merci. La parole est à Khenpo. Bien, cette conférence d'aujourd'hui, nous avions prévu à l'origine de la donner en début d'année. Bien, cette conférence, nous la préparions déjà l'année dernière. Nous avions initialement prévu de la donner en début d'année, mais pour des raisons de mon côté, je n'ai pas pu venir. Le projet du premier semestre n'a donc pas pu se réaliser comme prévu. Ce n'est qu'en novembre que nous pouvons enfin échanger ensemble. Cela a été ainsi repoussé jusqu'à la fin de l'année. Permettez-moi d'abord de dire quelques mots. Vers 2013, comme l'a mentionné le professeur Janet Gyatso tout à l'heure, j'étais venu ici une première fois. J'avais aussi assisté à l'un de ses cours. À ce moment-là, je me suis dit que dans cette vie, même si je n'ai pas eu la chance d'être étudiant à Harvard sur le long terme, avoir l'occasion d'être étudiant pendant 2 heures me semblait déjà un très bel auspice. Je me souviens encore clairement de ce cours. Le professeur y a principalement abordé, dans la biographie de Guru Padmasambhava, la biographie de la Dakini Yeshe Tsogyal. En particulier, la Dakini Yeshe Tsogyal, autrefois au Tibet, avait rencontré plusieurs hommes et avait été violée contre son gré. C'est sur ce sujet que le professeur a donné son cours en anglais. Il y avait environ 14 ou 15 étudiants. Les étudiants ont alors engagé une discussion. L'un d'entre eux a dit que lorsqu'il était au Népal, il avait entendu parler d'une jeune femme qui avait vécu la même situation. Un autre étudiant a dit qu'auparavant aux États-Unis, une jeune femme avait aussi vécu la même situation. Elle en avait été profondément bouleversée et elle en gardait un profond traumatisme psychologique. Puis, ils en ont discuté entre eux. Et quelle en a été la conclusion? La Dakini Yeshe Tsogyal, en raison de liens karmiques différents de ceux des autres, avait subi cette humiliation. Bien que son cœur ait traversé un profond bouleversement, elle ne s'est pas laissée engloutir par la souffrance. Elle a trouvé le courage de continuer à propager le Dharma.
aucun obstacle ne s'est manifesté dans sa vie. Elle fut une femme véritablement extraordinaire du Tibet. C'est ce qu'ils ont dit. L'impression que j'en ai retirée à l'époque, c'est que ce cours dans ma vie, bien qu'il n'ait duré que 2 heures, dans ce court laps de temps, j'en ai tiré 2 enseignements. Le premier, quel est-il? Toute ma vie, j'ai enseigné en Orient, transmettant de nombreux enseignements, mais que l'enseignant et les étudiants discutent ensemble autour d'une table ronde, c'était pour moi une première. Quand je suis retourné à notre institut dans notre région, où nous avons aussi des étudiants qui étudient et pratiquent le dharma, j'ai essayé de leur faire expérimenter cette nouvelle méthode d'apprentissage. Qu'un enseignant parle seul pendant très longtemps, ce n'est pas vraiment raisonnable. À Harvard, entre enseignants et étudiants, l'enseignant ne parle que très brièvement, puis les étudiants discutent entre eux. De cette manière, on en retire beaucoup et les résultats sont excellents. De retour chez nous, j'ai essayé cette méthode. D'autre part, au Tibet et dans beaucoup d'autres endroits, les biographies des maîtres et des sages d'autrefois sont parfois regardées avec dédain par certains. Mais si l'on en fait l'étude, on découvre qu'elles ont une grande valeur. J'ai acquis une nouvelle compréhension à ce sujet. Aujourd'hui, je voudrais vous parler principalement de l'esprit et de la perspective de nos recherches sur le bouddhisme tibétain, en vous donnant un bref aperçu. Nous vivons une époque particulière. Si l'on considère l'histoire de l'humanité, pendant des millénaires, le niveau de vie est resté très modeste. Les inventions humaines n'étaient pas si nombreuses, la science et la technologie n'étaient pas très développées et les relations entre les gens n'étaient pas marquées par autant de méfiance. Nous avons vécu ainsi pendant des millénaires, mais ces dernières décennies, le monde a connu d'immenses transformations. Nos façons de vivre et d'apprendre, ainsi que notre quotidien, sont devenus très différents d'autrefois. De grands changements se sont produits et l'état d'esprit des gens a aussi changé par rapport au passé. Certains vivent dans une peur constante, d'autres souffrent de dépression et d'autres encore n'ont plus aucune confiance en eux. Les situations sont très variées. En ce qui me concerne, j'ai renoncé au monde à l'âge de 23 ans. J'ai passé la majeure partie de mon temps à enseigner au monastère. Je n'ai pas beaucoup d'expérience de la vie des laïcs, mais ces dernières années, j'ai rencontré beaucoup de gens de toutes origines et j'ai constaté que les gens souffrent énormément dans leur cœur, que ce soit en Orient ou en Occident. Les souffrances de toutes sortes ne font qu'augmenter de jour en jour. Bien que le développement matériel et les avancées scientifiques et technologiques soient sans précédent dans l'histoire, le progrès scientifique et technologique et l'évolution de notre état intérieur ne sont pas en équilibre. C'est ce déséquilibre qui a engendré le monde particulier dans lequel nous vivons. Dans ce monde si particulier, personnellement, je pense que les pratiques qui apportent la joie intérieure, comme la méditation que l'on pratique aujourd'hui ou encore la récitation de mantras, les mantras possèdent un pouvoir extraordinaire et aussi la compréhension de la vacuité dans le bouddhisme. Si l'on n'a jamais étudié le dharma, on ne connaît pas la nature de son propre esprit. Mais si l'on examine attentivement l'essence de l'esprit, beaucoup de souffrances dans ce monde s'apaiseront naturellement. C'est le sentiment que j'ai. Par exemple, certains pratiquants dans les monastères en Orient, bien que leurs conditions matérielles et économiques ne soient pas très bonnes, la joie qu'ils ressentent intérieurement est très différente de celle des autres. C'est quelque chose que l'on peut constater directement. Je souhaite donc que les enseignants et étudiants ici présents puissent un jour étudier et explorer, qu'il s'agisse des monastères orientaux, des bouddhistes ou de l'état intérieur de tous les pratiquants. Ce serait vraiment formidable si vous en aviez l'occasion. Aujourd'hui, dans notre vie, beaucoup de gens parlent de sortir de sa zone de confort. Si l'on veut sortir de sa zone de confort, je ne sais pas si c'est le cas ici, aux États-Unis, par exemple, certaines personnes ne fréquentent qu'un seul restaurant et ailleurs, elles n'ont plus d'appétit. Dans ce restaurant, elles ne commandent toujours que les mêmes plats et ne veulent pas essayer autre chose. Elles ne parlent qu'à 1 ou 2 amis et ne souhaitent pas entrer en contact avec d'autres personnes. Leur cercle est déjà fixé et en dehors de celui-ci, elles n'ont pas le courage de partager avec les autres. Il y a beaucoup de gens comme cela. Mais aujourd'hui, il faut trouver le courage de passer de son ancien environnement à un nouveau, d'échanger les expériences, d'apprendre les uns des autres,
pour pouvoir s'intégrer dans une vie nouvelle. Du point de vue de l'état d'esprit, c'est un moyen incomparable pour fortifier la puissance de l'esprit. De manière générale, les cultures d'Orient et d'Occident, je sais que parler d'Orient et d'Occident est assez large, mais pour l'Orient, les cultures de nombreuses régions comme la Chine et le Tibet, et pour l'Occident, les États-Unis, l'Angleterre et les modes de vie de beaucoup de pays, les joies et les souffrances de chacun sont fondamentalement les mêmes, mais le développement culturel, lui, diffère comme le ciel et la terre. Comment est-ce que je perçois les cultures actuelles? La culture orientale est principalement orientée vers le progrès et l'élévation. La culture occidentale, elle, est souvent axée sur la pensée critique. Pourquoi? Aujourd'hui, que ce soit au Tibet, en Chine, beaucoup d'étudiants sont partis dans des écoles occidentales. Quand ils rentrent chez eux, ils sont mécontents de tout et ne font que critiquer. Leur caractère est devenu différent de celui des autres. Aujourd'hui, certains de nos amis, certains parents souhaitent envoyer leurs enfants étudier en Occident. Bien que l'éducation occidentale soit à bien des égards assez complète et aboutie, ils craignent qu'après avoir étudié là-bas, le respect envers les parents, envers les enseignants, ainsi que notre culture traditionnelle, tout cela les inquiète beaucoup. Si ces personnes si intelligentes vont étudier en Occident et qu'ensuite ils critiquent nos monastères et notre culture traditionnelle, n'y aura-t-il pas de sérieux problèmes? Beaucoup de gens partagent cette préoccupation. De votre côté aussi, en Occident, certains parents envoient leurs enfants dans des monastères et des écoles au Tibet. Ces enfants deviennent aussi très disciplinés. En recevant une éducation dans un tel environnement, leur état d'esprit se transforme aussi. Aujourd'hui, l'éducation occidentale est devenue le courant dominant de l'éducation mondiale, en particulier l'éducation américaine, que de nombreux pays imitent. Par exemple, dans vos manuels scolaires, de nombreuses histoires d'animaux ont été intégrées. Ce n'était pas très courant dans les programmes en chinois autrefois. L'éducation occidentale en tant que courant dominant. Cependant, la pensée critique occidentale, selon ses partisans, en ce qui concerne le développement de l'humanité, consiste à ne pas tirer de conclusions hâtives, mais à analyser rationnellement. Cela est tout à fait important. Aujourd'hui, les enseignants des différentes universités pratiquent tous l'esprit critique de leur mieux. De mon point de vue, je trouve cela tout à fait remarquable. Mais ce que je voudrais dire ici aujourd'hui, c'est que vous êtes des professeurs et des étudiants d'université. Vos décisions et vos paroles pourraient avoir un grand impact sur le monde à l'avenir. Il serait difficile de changer votre mode d'éducation, mais il faudrait d'abord étudier en profondeur avant de critiquer. Que la critique soit pertinente et fondée, c'est essentiel. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne font que critiquer de façon partiale. Leur sagesse n'est pas encore mûre. C'est pourquoi, lorsqu'on examine les choses avec discernement, on trouve aussi des points qui ne correspondent pas à la vérité. C'est quelque chose que l'on peut directement observer dans notre vie. J'ai moi-même fait quelques recherches à ce sujet. La pensée critique a pris son essor au XXe siècle. Le parcours de beaucoup de gens a pris des directions différentes. Aujourd'hui, parmi les jeunes Tibétains, beaucoup ne maîtrisent pas bien l'anglais. Ils comprennent relativement mieux le chinois. En s'appuyant sur le chinois qu'ils connaissent, ils imitent les points de vue occidentaux et critiquent systématiquement les enseignements bouddhiques et les traditions. Mais nombre de ces critiques ne sont pas fondées. Si nous examinons les choses avec sagesse, beaucoup de ce qu'ils disent ne correspond pas à la vérité. Grâce à la pensée critique, dans l'histoire de l'humanité, de nombreuses innovations ont aussi vu le jour. Des superstitions qui ne correspondaient pas à la vérité ont été abolies. À mes yeux, c'est là la valeur de la pensée critique. Aujourd'hui, concernant les termas du bouddhisme tibétain, la perception pure et d'autres enseignements du Mahayana, certains les ont critiqués sous divers angles. Si cette critique est fondée sur les faits,
Par exemple, si tel terma est faux ou si certains enseignements du Mahayana n'ont pas été prononcés par le Bouddha, si ces affirmations correspondent à la réalité, nous sommes tout à fait disposés à accepter ces critiques car elles seraient fondées en raison. Mais si l'on ne comprend pas le contexte du bouddhisme tibétain et que l'on critique arbitrairement en cherchant des défauts, sans connaître l'histoire, le contexte et la pratique du bouddhisme, cela reste assez problématique. Si au cours de nos recherches, nos conclusions ne correspondent pas à la vérité, pour le chercheur, cela entraînera toujours beaucoup de difficultés. Et les résultats de ces recherches, s'ils devaient jouer un rôle important dans la vie des hommes, cela serait aussi très difficile. Autrefois, un universitaire occidental, dans sa thèse de doctorat, il y avait, dit-on, un cas semblable. De quoi s'agissait-il ? Sa thèse portait principalement sur le champ de la vue juste connaissant la mer du précepteur impérial Chanakya. C'était le sujet de sa thèse. Dans l'ouvrage du précepteur impérial Chanakya, il y a un passage. De nos jours, certains esprits prétendument brillants parmi nous s'attachent à des phénomènes prétendument solides et réels. Ils laissent de côté les apparences claires du monde extérieur pour chercher ailleurs un objet de réfutation doté de cornes. Or, dans le visage de la mère Prajna, libérée de tout voile, il n'y a pas de phénomènes qui apparaissent et disparaissent. On a beau multiplier les discours qui ne touchent pas à la réalité, la vieille mère de la nature véritable risque bien de s'enfuir. Quand ce chercheur a étudié ce passage, voici ce qu'il a écrit dans sa thèse. Chanakya Rolpe Dorje est né en 1717 et a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. Il explique qu'à cette époque, l'expression « un objet de réfutation doté de cornes » a été interprétée à tort comme un appel à tuer des moutons, des chèvres et des vaches à cornes. Des jeunes gens seraient alors partis en chercher et en auraient tué un grand nombre. La mère de Chanakya, ne pouvant supporter cela, aurait provoqué des conflits familiaux et se serait apprêtée à s'enfuir. C'est ainsi qu'il a interprété ce passage. En réalité, le contenu de ce passage réfute les apparences qui ne relèvent pas de la vacuité. Si l'on ne réfute que les apparences de la vacuité, on passera à côté de la prajna, la sagesse de la vacuité, cette mère qui donne naissance à tous les Bouddhas. En fait, ce passage expose le sens de la vacuité, mais certains chercheurs l'ont interprété autrement. C'est pourquoi notre plus grande inquiétude concernant le bouddhisme tibétain à l'avenir, c'est que si le contenu original est déformé au cours des recherches, ce serait une grande perte tant pour l'Orient que pour l'Occident. Je pense que cette situation mérite une attention particulière. Par ailleurs, dans nos futures recherches, comme je viens de le mentionner à propos de la biographie évoquée par le professeur Janet Gyatso hier à l'Université de Chicago, certains enseignants y font aussi des recherches sur la biographie de la Dakinisera ou de la Dakinyusa. C'est un ouvrage très bien écrit. Le professeur Janet Gyatso étudie aussi l'autobiographie de Jigme Lingpa, c'est excellent. De même, les textes de notre tradition commune, comme le Madhyamaka, la logique bouddhique, l'Abhidharma, ainsi que les tantras, ce serait formidable de les étudier. Cependant, les textes d'introduction directe du bouddhisme tibétain, ainsi que certains textes qui traitent de la pratique, pour les étudier, il faut avoir reçu les initiations tantriques et les enseignements préliminaires. Sans cela, je ne pense pas que ce soit approprié. Autrefois, certains enseignants occidentaux m'ont dit que les enseignements tantriques n'avaient pas besoin d'être gardés secrets. Après avoir lu certains traités tantriques, ils trouvaient qu'on pouvait en parler ouvertement sans problème. Ils disaient que l'exigence de secret dans les enseignements tantriques tibétains n'était pas très justifiée. Alors je leur ai répondu sur le ton de la plaisanterie. Par exemple, certains enseignants gardent secrètes leurs opinions sur le bouddhisme, ou bien combien d'argent ils ont chez eux, quel âge ils ont, tout cela, ils le gardent pour eux. Alors, nos instructions directes de pratique au Tibet ont d'autant plus besoin d'être gardées confidentielles. Donc, ne serait-ce que par respect mutuel, certains enseignements tantriques extrêmement secrets dont les auteurs ont inscrit Samaya, secret, 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 comme serment pour en empêcher la divulgation. Si l'on ne fait pas preuve de prudence à cet égard,
le bouddhisme risque de connaître un déclin. En général, au Tibet aussi, lorsque les penseurs analytiques et les pratiquants méditatifs débattent, leurs points de vue entrent souvent en collision. Les pratiquants fondent leur approche sur la perception pure et la foi. Les penseurs analytiques, eux, critiquent et réfutent les points de vue des autres en soulevant des objections et en utilisant diverses formes d'argumentation. Dans le bouddhisme tibétain, il existe ces deux types de personnes. Les penseurs analytiques réfutent souvent les positions adverses, tandis que les pratiquants se consacrent principalement à leur propre pratique. Ils ont très peur des penseurs analytiques et les considèrent presque comme des démons. Je pense que pour étudier une religion, il faut absolument en comprendre le contexte. Il est aussi essentiel de respecter les traditions religieuses. Par exemple, pour les chercheurs chrétiens, dans leurs recherches, ils doivent reconnaître l'existence de Dieu. C'est ce que disent de nombreux chercheurs. Si l'on ne reconnaît pas l'existence de leur Dieu ou de leur Créateur, leur doctrine perd toute valeur et la recherche n'a plus de sens. Par exemple, en islam, il y a aussi d'autres points de vue. Dans les chapitres 2 et 9 du Coran, il est dit que ceux qui dénigrent leur doctrine ou en disent du mal, même les tuer est conforme à leurs lois religieuses. Dans leur texte, c'est effectivement énoncé très clairement. C'est pour cette raison que certains chercheurs qui étudient la loi islamique n'osent pas écrire des termes ou des articles offensants. Prenons aussi l'exemple de l'Inde. Leur religion considère que quiconque naît en Inde est automatiquement hindouiste. Les autres ne s'entendent pas avec eux. C'est pourquoi, en ce qui concerne les chercheurs sur l'hindouisme, en dehors des Indiens eux-mêmes, les personnes d'autres ethnies ou d'autres régions ne sont pas les bienvenues. Telle est leur tradition. Par exemple, des dizaines de milliers de Tibétains se sont rendus en Inde, mais le bouddhisme tibétain et les hindous n'ont pas de lien entre eux. À l'exception de très rares Tibétains et de l'hindouisme, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est leur tradition. Aujourd'hui, certains étudiants universitaires, lorsqu'ils rédigent des mémoires sur les religions, par exemple, les musulmans ne mangent pas de porc, mais certains pourraient écrire qu'il n'y a pas de faute à en manger. De même, les hindous ne mangent pas de bœuf et ne tuent pas les vaches, mais certains pourraient dire que tuer des vaches est acceptable et manger du bœuf aussi. Pourquoi? Parce que selon eux, c'est rationnel. Les chercheurs d'aujourd'hui peuvent dire toutes sortes de choses, mais les traditions religieuses, nous devrions tous les respecter. Par exemple, le bouddhisme possède aussi ses propres traditions et points de vue. Bien que ces points de vue soient nombreux, j'espère que vous, professeurs et étudiants d'université, dans vos recherches futures, puissiez bien comprendre le contexte et l'histoire du bouddhisme, ainsi que le contenu du bouddhisme. Il est très important que vous en ayez une connaissance claire. C'est d'une importance capitale. En général, avant d'adhérer au bouddhisme, il faut l'examiner. Le Bouddha lui-même a dit « Ô sages, bhikkhus, examinez mes enseignements comme on affine, forge et polit l'or. Acceptez-les après examen et non par simple déférence. Comme on affine, forge et polit l'or, les enseignements du Bouddha doivent être soigneusement examinés. On ne doit pas les suivre par simple respect envers le Bouddha, le grand guide. Cela est clairement enseigné dans les sutras. Autrefois, un sage a dit aussi « Celui qui maîtrise les preuves scripturales et logiques du sens définitif et le yogin expérimenté parviennent au même résultat dans leur examen et leur pratique. » Si l'on maîtrise parfaitement les enseignements définitifs et que l'on est un sage ayant aussi l'expérience de la pratique, alors, pour les savoirs mondains qui bénéficient à soi-même et aux autres, si nous les mettons finalement en pratique, tous les sens convergent sans contradiction. Sinon, tout est en contradiction et l'on ne voit que des adversaires partout. Non seulement on n'est pas heureux soi-même, mais on n'apporte aucune contribution au monde. C'est pourquoi dans notre processus d'apprentissage et dans notre processus de recherche, œuvrer pour le bien de tous les êtres et apprendre pour le bien commun de l'humanité, cela me semble d'une importance fondamentale. Sur le sujet d'aujourd'hui, en particulier du point de vue de la recherche sur le bouddhisme tibétain et de l'étude des religions du monde, je m'arrête ici. Pour conclure, j'espère que chacun prendra régulièrement le temps d'apaiser son esprit. Dans les différents actes de la vie quotidienne, ne vous attachez pas de manière excessive.
En général, nous avons besoin de détermination et de courage, mais si l'on tombe dans l'extrême ou dans un attachement excessif, nous souffrons énormément. C'est pourquoi nous ne devrions pas laisser notre esprit être emporté par les circonstances, mais plutôt explorer notre intériorité. Notre propre esprit, c'est nous-mêmes qui pouvons le dompter. Soi-même est son propre refuge, qui d'autre pourrait l'être? Si l'on parvient à trouver son propre esprit, on peut maîtriser sa propre vie et goûter au bonheur. Si vous avez des points de vue différents sur cette question, nous pourrons en discuter ensemble lors de la session de questions-réponses.